le commandant Mohamed Moustapha, c'est la chef de la cellule communication Force Covid-19. Concernant le déroulement de nos activités, il faut d'abord connaître quels sont les fondements sur lesquels on se base pour ce fonds Force Covid-19. Il y a d'abord le conseil stratégique qui est dirigé par son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui donne les orientations, bien sûr. Il y a le comité technique dont les ministères sectoriels se regroupent autour de lui pour la gestion du fonds dont le secrétariat est assuré par ce même ministère, c'est-à-dire le ministère des Finances. Et il y a le comité de suivi maintenant pour la mise en œuvre des opérations Force Covid-19 composé de 30 membres, dont le président est le général de division François Ndiaye, nommé également à cet effet. En dehors des institutions comme Conseil économique et social ou Conseil des collectivités territoriales, parlementaires, il y a l'opposition qui était dans le comité, il y a également la société civile, il y avait les consommateurs, il y avait l'ADIE, il y avait également l'ANSD, sans compter les militaires. Et à la tête, un président qui est le général François Ndiaye. Et ce général François Ndiaye aussi avait à ses côtés des militaires qui ont eu à être des directeurs nationaux dans leur domaine respectif. Le budget prévu de 1000 milliards, il n'y a que 740 milliards, 90 millions, 574 784 qui ont été dégagés jusqu'à l'instant. Le rapport a été remis au mois de juillet à son Excellence Monsieur le Président de la République et tous les fonds qui ont été engagés et qui ont nécessité des pièces justificatives l'ont été au 31 mars. Mais la date butoir était le 31 janvier. C'est-à-dire le 31 janvier, toutes les pièces justificatives étaient là. Et le 31 mars, le rapport était déjà prêt et on attendait l'audience de son Excellence Monsieur le Président de la République. Pour l'aide alimentaire, la somme dédiée est de 69 milliards, était initialement prévue était de 69 milliards. Finalement, c'est 64 milliards 150 millions qui ont été dégagés pour ce programme bien déterminé. Mais comment est-ce que ça a été organisé? D'abord, il y avait d'abord ce qu'on appelle les sous-comités de ciblage, c'est-à-dire ça concernait au niveau quartier et au niveau des villages. Il y avait ce qu'on appelle le comité communal de ciblage. Et il y avait au niveau maintenant de l'arrondissement un comité d'arrondissement de contrôle et de validation. Et au niveau départemental, un comité départemental de ciblage et de contrôle. Mais au niveau maintenant régional, le comité de pilotage géré par le gouverneur de région. Donc c'est valable dans chaque région. C'est la raison pour laquelle on a dit que ça a été inclusif. Comment ces comités sont organisés? Généralement, il y a les jeunes du quartier, il y a l'imam, s'il y a un prêtre, le prêtre, les présidents d'associations, en quelque sorte les leaders qui venaient dire à ce comité quelles sont les personnes qui nécessitent effectivement une aide. Voilà comment ça a été organisé. Maintenant, les kits alimentaires étaient composés de 100 kg de riz, 10 kg de sucre, 10 litres d'huile, 10 litres d'huile, un paquet de savon de 18 morceaux de 300 grammes et 10 kg de pâtes alimentaires. Pour le ciblage, il y a ce qu'on appelle le registre national unique. Le registre national unique existe depuis 2015. Et ce registre national unique a été fait en collaboration avec la Banque mondiale pour le programme national des bourses de sécurité alimentaire et de résilience. Et ce programme également était basé sur le ciblage communautaire, sur le ciblage géographique, mais également sur l'enquête. Donc voici les trois éléments qui constituent ce ciblage. Et à l'époque, on était à 588 045 personnes qui ont été prises. Maintenant, pour le ciblage qui est venu après, compte tenu du contexte Covid-19, ce qu'on appelle le ciblage communautaire, c'était finalement à hauteur de 411 955, ce qui fait un total de 1 million de ménages. Et ce 1 million de ménages maintenant, son Excellence Monsieur le Président de la République a demandé à ce qu'on fasse également un autre, qu'on en rajoute 100 000.
Ces 100 000 maintenant étaient constitués de personnes qui étaient soit des réfugiés, des personnes vulnérables ou bien des villages de reclassement. Mais ce n'était pas finalement 100 000 ménages qui ont été retenus, c'est finalement la somme de... le total était à 1 86 146 au lieu de 1 100 000 ménages. Voici en quelque sorte comment ça a été fait. Pour l'organisation également, il faut reconnaître qu'il y a des omissions, il y a des erreurs, mais il y a ce qu'on appelle la stratégie nationale d'assistance et de résilience sociale. Dommage, ça existe, mais depuis lors, ils n'ont pas eu à mettre ça en œuvre, ce qui fait qu'au début de la pandémie, à l'organisation de l'aide alimentaire, il y a eu quelques détails. Maintenant, concernant la remise de ces kits alimentaires, comme vous avez bien dit, c'est très simple. À chaque fois que la commission est là, il y a un représentant communal pour identifier la personne bénéficiaire, un représentant du ministère du Développement communautaire pour la signature et l'identification de cette personne, mais également il y a la présence de l'armée, puisque chaque zone militaire, c'était le commandant de zone qui était chargé de veiller sur la distribution, et selon le secteur de compétence, ou la police ou la gendarmerie faisait partie maintenant de cette commission, et en plus de ça, le service de santé. Vous savez, on ne peut pas tout satisfaire. Il y a eu des points forts, mais il y a eu des points faibles. Et vous savez, ce registre national unique date de 2015. On s'est basé dans un premier temps sur ce registre qui a fait que certaines personnes même qui ont eu des cartes d'égalité de chance n'ont pas eu à bénéficier. Mais il faut saluer d'abord l'initiative. On prend acte et on corrige. C'est pour cela que j'ai souhaité même qu'il y ait quand même une plateforme digitale qui permettrait en pareille circonstance que les personnes ciblées soient visibles. Puisque certains également ont été déclarés en 2015, certains sont morts, certains ne sont plus là, etc. Donc il y a beaucoup d'impairs. C'est des impairs maintenant, compte tenu de ce qui vient de se passer, des impairs à prendre en compte. Bon, concernant les principales conclusions du rapport et les recommandations, comme vous avez dit, on recommande quand même que le registre national unique soit revisité et mis à jour. Je demande également, s'il est possible, de créer une plateforme digitale qui permettra demain, s'il y a pareille circonstance qu'on le trouve, mais également qu'on joue à des exercices de cette nature. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre que la pandémie vienne, mais que l'on fasse également ce qu'on appelle le training. C'est important. Il est bon également que, compte tenu de tout ce qui a été fait, que le budget qui a été dégagé, qu'il y ait un suivi et une évaluation en ce sens. Voici quelques-unes des recommandations que j'ai vraiment à dire, mais surtout sur le volet communication. Il faut reconnaître qu'on a fait plus de 700 diffusions dans les médias. On a également, pour corroborer tout ce qu'on a fait appel à la mémoire visuelle. Donc, j'ai eu l'honneur également de réaliser un film long métrage en wolof, en français, mais également en anglais, italien et espagnol pour la diaspora, pour que demain, si par circonstances se posent, que les générations futures quand même puissent avoir des données de base leur permettant de déclencher. Mais je recommande surtout pour pareille circonstances qu'il y ait des exercices de simulation, ne pas attendre, le sens de l'anticipation. Bon, nous, on est au terme de notre mission. Tout d'abord, je souhaite que pareille situation ne se produise plus dans le monde. À nos morts également, je prie pour le repos de leur âme. Ceux qui n'ont pas eu à en bénéficier, qu'ils sachent qu'aucune œuvre humaine n'est complète. Mais, je vous dis encore qu'au niveau de la base, j'avais dit ça à l'introduction, que c'était inclusif et participatif. Que les gens aient le sens civisme et le sens du partage. Puisqu'on ne peut pas cibler quelquefois sa propre famille au détriment des autres. Donc la communication à l'entame a eu des failles. La stratégie nationale n'a pas été adoptée parce que ça n'a pas été humilé, ce qui fait qu'au niveau des autorités administratives,
au niveau des autorités militaires, au niveau des autorités aussi du ministère, où il y a eu au départ quelques couacs. Mais avec le temps, on a eu à corriger. Et je demande aux Sénégalais également de prendre copie sur ce comité de suivi de la mise en œuvre des opérations. Puisque à l'entame, ce n'était pas évident. Chacun avait son agenda politique. Mais étant donné que c'est une guerre qui était déclarée, j'ai ressenti au sein de ce comité, dont j'ai la lourdeur de la mission de cellule de communication, que j'ai eu des Sénégalais qui, à un moment de leur vie, ont su faire appel à leur sens élevé de patriotisme. Je profite également de cette tribune pour remercier la société civile. Je vais dire le mot tel qu'il est. Ils n'ont pas été paranoïaques, ils ont été justes et mesurés. Ils ont pris tout le temps d'étudier élément par élément, de revisiter le rapport, de faire des recommandations. Je le félicite pour cette maturité, parce que IPAC, de même que les autres membres de la société civile, l'ont fait dans l'intérêt exclusif de la nation. Ce n'était pas évident dans le cadre du concept Armée-Nation de voir une collaboration aussi franche où tout ce qui n'a pas été bien fait, c'est-à-dire les points faibles ont été soulevés, tout ce qui a été point fort a été soulevé, en plus des recommandations. Je pense qu'on a suffisamment d'éléments pour faire demain face à pareille circonstance dont je ne souhaite pas la survenance.